On va peut-être appeler le premier. Face aux violences faites aux femmes, ne restez pas seuls. Si vous êtes victime de violences, ne restez pas seul. Des associations peuvent vous accompagner dans vos démarches. Ces structures développent l'accès à l'information sur le droit des femmes, mettent en place des lieux d'accueil, d'écoute et d'orientation. Elles accompagnent les femmes victimes de violences en prévenant, stoppant et luttant contre les violences conjugales. Développons la conscience des droits et résolvons ensemble les problèmes. Voilà pour la vidéo de l'école de la deuxième chance de Lorraine, réalisée donc par des élèves, vous l'avez vu, école dont l'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire. Merci à eux. Sylvie Dalguer, conseillère régionale déléguée à l'égalité hommes-femmes, est avec nous. N'hésitez pas évidemment à réagir derrière chaque rapporteur. Les participants aux 5 ateliers viennent de nous rejoindre. 5 rapporteurs, je le disais, donc vont prendre la parole pour une rapide restitution. Vous disposez chacune de 5 minutes à un résumé de tout ce qui a pu être dit dans votre atelier. On va démarrer avec le premier atelier sport et violence, coordonné, je vous le disais, un peu avant midi par Nicolas Barre, ancienne footballeuse professionnelle, fondatrice de l'association Liberté aux joueuses, fondée en 97 dans le but de promouvoir un égal accès des filles et des garçons, des femmes et des hommes dans le champ du sport. On peut rappeler que la région Grand Est a fait l'acquisition de 2 baby-foot mixtes, ce jeu porteur des symboles d'égalité, de mixité et de lutte contre les discriminations, créé donc par l'association Liberté aux joueuses. Nicolas Barre, qui a été aussi responsable de la mise en place de l'ABCD de l'égalité, dont l'objectif était de lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Sport et violence, la restitution donc de ce premier atelier avec Laurence Belriti, s'il vous plaît. Voilà, qui va nous rejoindre. Venez jusqu'à nous. Voilà, vous avez compris l'exercice de style. Laurence, vous disposez de 5 minutes, s'il vous plaît, pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit dans ce premier atelier. On vous écoute. Alors bonjour, je me présente très rapidement. Je suis Laurence Belriti, donc entrepreneur et responsable au niveau national de la féminisation des arts martiaux, en partenariat avec la Fédération française de karaté. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de suivre ce premier atelier avec Nicolas Barre, qui était vraiment très intéressant. On a essayé, donc j'ai récapitulé sur mon téléphone, je me permets. Donc on a essayé d'apporter des solutions pour la région qui pourraient être mises en place soit de manière immédiate, soit sur le long terme, à voir. On sait qu'aujourd'hui, dans le milieu du sport, de manière globale, il y a une certaine omerta qui existe. Enfin, en tout cas, les violences faites aux femmes sont assez tabous dans le milieu du sport depuis très longtemps et on y travaille de plus en plus depuis le mouvement MeToo. On essaye d'avancer sur l'écoute qui peut être faite des enfants, surtout pour repérer quand il y a un enfant qui est victime de violence, pour savoir comment repérer un enfant qui serait éventuellement sous emprise de son coach, ou alors comment repérer un enfant victime de violence. Voilà, donc ici, on sait que le silence est la norme et qu'il y a 3 femmes globalement dans le milieu du sport qui ont permis
de faire avancer les choses. J'ai retenu 3 noms. Le premier est Catherine Moyon-Debec, qui a vraiment apporté son aide dans le domaine avec une affaire de la Cour de cassation qui a permis de faire condamner 3 hommes sur 4 dont elle était victime. J'ai retenu également le nom de Sarah Abitbol, qui a écrit un livre qui a permis de raconter son viol et la manière dont on peut définir l'emprise. Il y a également le nom de Isabelle de Mongeau, qui avait écrit à l'époque une lettre au président Sarkozy et qui avait permis de faire une certaine sensibilisation dans le domaine du sport et de créer des enquêtes en fait dans les crèbes, etc. Pour faire avancer les choses. Donc il faut savoir que le monde du sport, c'est un domaine assez particulier dans le sens où on est en dehors du cercle familial, qu'on est en déplacement constant et qu'on est sous la responsabilité des clubs et que la relation avec le corps est totalement différente parce qu'en fonction du sport qu'on pratique, la plupart du temps, voilà, il peut y avoir des attouchements, on n'est pas forcément toujours habillé dans certains sports, etc. Donc voilà, il y a une relation qui est très différente avec le corps et qu'on a donc considéré qu'il était très important pour les représentants de clubs, d'associations ou de la fédération, quelle qu'elle soit, d'incarner ces valeurs et ces objectifs de sensibilisation et de prévention. Et que finalement, il devait y avoir une formation qui devait être réalisée dès le plus jeune âge et une sensibilisation dès le plus jeune âge, en fait. Par exemple, moi, dans le domaine des arts martiaux, je considère que les filles, depuis le plus jeune âge, devraient apprendre à se défendre pour avoir confiance en elles et pour savoir dire non. Voilà, donc, et pour ne pas se laisser faire, tout simplement. Donc, voilà... on a parlé aussi de cet objectif de féminisation du monde du sport et d'une déstigmatisation dans le sens où on sait que la plupart des subventions sont accordées à des sports principalement masculins et qu'aujourd'hui on essaye de transformer ça pour justement permettre à des femmes d'accéder à n'importe quel sport sans préjugés, lutter contre les stéréotypes. Donc voilà, si je fais un petit récapitulatif, on a donc dit qu'il y a un certain paradoxe dans le monde du sport, c'est que ça permet à la fois d'avoir confiance en soi, de reprendre le contrôle de sa vie, de se sentir plus forte et plus confiante, mais de l'autre côté, voilà, le paradoxe, c'est que c'est aussi un sport, c'est un domaine où la relation avec le corps est difficile et différente des autres domaines. Ensuite, je rappelle que le plus important aussi est la sensibilisation de la gouvernance sportive de tous les représentants et de tous ceux qui gèrent les clubs, les associations, etc. Les sensibiliser, les former, quel que soit l'âge, parce que c'est vrai qu'on vit dans des réalités différentes en fonction de son âge. Il faut sensibiliser les enfants, mais il faut aussi former et éduquer les parents qui ont eu une éducation, qui est différente. L'éducation n'était pas la même avant que celle qu'il y a aujourd'hui, donc il faut une sensibilisation, une éducation à tous les niveaux et surtout lutter contre les stéréotypes. Voilà. À l'heure actuelle, le sport est une porte d'entrée pour à peu près tout. C'est quelque chose qui rassemble qui rassemble tous les âges et c'est vraiment le domaine qui peut permettre de lutter contre les stéréotypes et améliorer la société dans son ensemble de manière ludique et dans la bonne humeur, dans la convivialité. On peut faire avancer les choses grâce au sport. Donc voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'était particulièrement tonique. Alors, quand je dis 5 minutes, ça peut faire 5-15. En tout cas, merci Laurence Belriti. Belriti, c'est un nom qu'on n'associera pas au football, mais bien aux arts martiaux. Ça, on peut faire ce qu'on veut. En tout cas, merci de cette belle restitution. C'est vrai, Sylvie Dalguer, le sport n'a pas été épargné. Il y a eu beaucoup de scandales ces derniers mois. La violence faite aux femmes dans le sport de haut niveau. On a le sentiment que les femmes ont rompu avec le silence. Il s'est passé quelque chose. D'abord, merci à Laurence pour cette restitution et merci à l'ensemble du groupe pour ce travail. C'est vrai que, comment dire, Catherine Moyen-Debec a vraiment, je dirais, libéré la parole. Ouvert la voie. La voie, mais ce qui est important, et si vous l'entendez, si vous la rencontrez, elle rappellera quand même que le sport est la plus belle des choses qui existent. Et ça, je crois qu'il faut quand même le dire. Par contre, c'est vrai que dans le sport, comme dans notre société, nous avons des prédateurs, nous avons des gens qui
sur lesquels il faut que l'on fasse attention. Et effectivement, la prévention et prévenir les enfants, libérer la parole, ce sont des actions fortes sur lesquelles il va falloir que l'on travaille. Je vous le dis, la région a commencé à évoquer ces sujets des violences faites au sport. Donc, merci pour cette contribution. Plusieurs choses. Donc, effectivement, sur ces violences sportives, donc là, ce volet, nous sommes en train d'y travailler. Sur le fait que le sport puisse aussi être une voie de libération de la parole et notamment et de soins pour les femmes victimes de violences. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait peut-être que l'on creuse parce que quand on est femme de victime, on est victime, on peut peut-être aussi apprendre à se défendre, apprendre à se positionner différemment pour éviter des coups, etc. Donc, il y a peut-être aussi des choses à creuser de ce point de vue-là. Il y a le sempiternel sujet aussi des subventions, peut-être que les garçons sont mieux subventionnés que les... Nous sommes en train de rattraper le retard. Je crois que François Werner, qui est vice-président en charge du sport, est vraiment très attentif à ce sujet-là. Nous sommes en train de vraiment essayer de faire en sorte que les jeunes femmes qui atteignent le plus haut niveau soient accompagnées de la même manière que les équipes masculines. Donc ça, c'est vraiment un gros effort. Et je voudrais rappeler quand même à toutes que nous avons un gros événement sportif, puisque le Tour de France féminin sera majoritairement sur notre territoire. Force est de constater que nous avons vraiment à cœur de mettre le sport féminin à l'honneur. On espère qu'il va susciter un vrai engouement en tout cas. Merci beaucoup. Deuxième atelier, le harcèlement de rue, coordonné par l'association Ruelle, implantée à Strasbourg, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles de rue et dans les espaces publics. Je vous donnais ces chiffres en fin de matinée. 86% des Françaises ont été victimes de harcèlement de rue, 40% des jeunes femmes renoncent même à fréquenter certains lieux publics et 89% des femmes affirment catégoriquement, vraiment, avoir déjà été sifflées dans la rue. Moi, je m'étonne encore de ce chiffre, mais il est bien réel. L'association Ruelle est née en juillet 2020. Que s'est-il dit pendant près de 90 minutes dans cet atelier? La réponse, et on peut l'applaudir avec Colline Pichot. Voilà, je vous en prie, prenez place. On vous écoute, vous disposez de 5-6 minutes, bien sûr. Bonjour, alors je me présente rapidement, Colline Pichot, je suis coordinatrice du service de l'aide aux victimes au sein de l'association départementale d'aide aux victimes SOS France Victimes 67. Donc je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise un petit peu, mais les propos qu'on a eus pendant ces 90 minutes étaient vraiment très intéressants et c'est très bien qu'on puisse échanger sur nos différentes expériences. Alors, tout d'abord, ce dont on a discuté, c'est de distinguer le harcèlement de rue de la drague. Et donc, la drague, on la connaît, c'est une relation réciproque. Voilà, on est d'accord, on est volontaire et consentant tous les deux. Et donc, c'est dans le respect, la sécurité. Et on a conscience qu'il y a des limites à ne pas dépasser en l'absence de consentement. Le harcèlement de rue, c'est des comportements, des propos qui sont adressés dans l'espace public à connotation sexuelle ou sexiste et donc qui vont créer à l'égard de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement de rue n'est pas en tant que tel défini dans le code pénal. Il y a 2 infractions qui existent et qui ont été créées par le législateur et qui se rapprochent du harcèlement de rue, mais il n'existe pas en tant que tel. Donc on a l'outrage sexiste, qui est une infraction assez récente, qui date de 2018, qui est une contravention. Et ensuite, on a le harcèlement sexuel, donc qui peut être caractérisé effectivement dans l'espace public. L'outrage sexiste, c'est une contravention donc, qui est réprimée par une peine d'amende de 750 €, mais qui est très difficile à caractériser puisqu'elle doit être prise en flagrance, c'est-à-dire qu'il y a un officier, un OPJ qui doit être présent, qui doit constater les faits pour qu'elle puisse être qualifiée. Tandis que le harcèlement sexuel, c'est donc un délit qui est puni d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, d'une peine d'amende. Et donc là, ça va être des propos, comportements répétés par le même auteur sur la même victime. Et donc là, qui sera plus facilement parfois caractérisé que l'outrage sexiste.
On nous a donné quelques chiffres, mais vous les avez présentés. L'association Ruelle a aussi présenté les effets que peut avoir du harcèlement de rue sur une victime, donc éventuellement des symptômes de stress post-traumatique qui peuvent se traduire par de l'hypervigilance, de l'anxiété, une dépression. Mais donc elles ont bien expliqué, les psychologues et membres de l'association, que tout dépend finalement du vécu de la victime, de ses défenses psychologiques et de si elle a déjà été victime d'autres infractions ou d'autres événements traumatiques dans sa vie. Donc ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. Et ensuite, on a essayé de réfléchir ensemble sur des solutions qui pourraient être apportées, des solutions individuelles que tout à chacun on devrait mettre en œuvre, et puis des solutions collectives. Donc, je vais vous citer les solutions proposées par Ruelle et rajouter celles que nous, sur lesquelles on a réfléchi. Donc, Ruelle proposait à l'échelle locale des marches exploratoires, donc des marches pour constater dans les rues de notre ville qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Ensuite, un budget genré. Donc, elles expliquaient qu'effectivement, comme on l'a déjà dit, le budget était plus à destination des hommes et que donc il faudrait peut-être envisager de le réadapter. Ensuite, des créneaux sportifs non mixtes, puisque a priori, effectivement, on a vu que ça pouvait causer des petits soucis. Ensuite, l'intégration des femmes dans l'aménagement urbain et visibiliser les femmes. À l'échelle régionale et nationale, il proposait une exemplarité politique, une application des peines, l'éducation non genrée et au consentement, une formation obligatoire des institutions judiciaires et policières et davantage de sensibilisation. Et donc, le groupe, on a réfléchi, on aurait rajouté quelques petites choses, davantage médiatiser sur cette problématique qui nous concerne tous, prévoir davantage de campagnes d'information, de formation et de communication qui soient peut-être plus percutantes pour qu'elles interpellent un petit peu plus les citoyens et citoyennes. Médiatiser. Donc, on avait proposé aussi des safe zones. Alors, c'est des choses qui existent, qui sont notamment mis en place par les étudiants aux soirées étudiantes, mais aussi certains magasins ou bars à Strasbourg peuvent être mobilisés dans ce cadre-là. Et puis ensuite, on avait proposé un système d'alarme dans l'espace public, comme on expliquait sur l'autoroute. On a des téléphones mis à disposition à échéance régulière pour pouvoir appeler. Donc, on s'était dit pourquoi pas prévoir ce système-là dans l'espace public pour pouvoir être mis en relation avec un policier si le téléphone ne marche plus ou n'a pas de réseau, etc. Et de manière individuelle, l'association a présenté aussi la méthode des 5D, donc déléguer, distraire, dialoguer, documenter, diriger, qui est effectivement une méthode qui peut aider les personnes qui n'ont pas toutes les connaissances sur comment prendre en charge une victime, etc. Donc c'était un petit peu tout ça. Très riche, très très riche. Merci beaucoup, Colline Pichot, et évidemment toutes celles et ceux qui vous épaulaient. Bon, on l'a bien compris, donc il faut nuancer harcèlement de rue et drague. Ça paraît assez évident. Oui, alors d'abord, je me retourne vers les services. Si des personnes souhaitent avoir plus d'informations, je pense qu'on peut redonner les coordonnées des associations qui ont participé. Si des personnes souhaitent aller plus loin ou reprendre contact par rapport à ces sujets-là. Oui, effectivement, la nuance est toujours difficile. Moi, ce que j'ai retenu surtout, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur la place de la femme en ville, comme la place des jeunes, du reste. Je crois que ce sont des sujets sur lesquels il faut pouvoir se pencher. C'est vrai que souvent, moi je viens d'une association que j'ai créée qui fait la promotion de la place des femmes en politique, et notamment en les incitant à aller sur des compétences qui ne sont pas forcément les leurs. Et l'idée d'aller dans l'urbanisme est extrêmement importante parce qu'on apporte un autre regard. Voilà. L'idée, c'est pas du tout d'opposer, mais vraiment de co-construire et donner ce regard féminin parce que c'est pas toujours, c'est pas inné. Voilà, il y a des choses qui sautent pas aux yeux. Et donc, je crois effectivement que l'urbanisme est un enjeu aujourd'hui capital pour la place de l'ensemble de la population en ville. Comment, à un moment donné, une femme peut faire du sport. On en revenait tout à l'heure, courir de manière sécure en ville. Voilà, il y a des choses sur lesquelles
on peut travailler, mais oui, je partage cette question de l'urbanisme. J'ai entendu aussi marche exploratoire, mais ça, vous connaissez bien le principe oui, et vous l'envisagez d'ailleurs. Il y en a une hier à Mulhouse. Malheureusement, j'ai pas pu y assister, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons aussi en organiser 3 dans les gares pour ces mêmes questions, justement, de comment on arrive à percevoir, lorsqu'on est en situation, les différentes craintes que l'on peut avoir en termes d'éclairage, en termes de petits coins, de recoins, etc. Donc oui, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons également. Et puis ça a été très bien dit, mais c'est vrai que le harcèlement de rue peut générer du stress, de l'anxiété, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Non, mais c'est là. Voilà, c'est une réalité, et c'est vrai qu'on est dans un monde où, je veux dire, la peur est présente, et je crois qu'il faut vraiment tout faire pour essayer de la diminuer, parce que si les femmes ont peur, ça veut dire qu'elles ne sortent plus, ça veut dire qu'elles ne s'ouvrent plus à la société, et les femmes ou des gens qui sont en difficulté ou qui sont entre guillemets qui sont fragiles et du coup, je pense qu'effectivement, il y a un véritable enjeu de société sur ces sujets-là. Et un phénomène d'isolement. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie Dalguer. 3e thématique évoquée cet après-midi en atelier, handicap et violence, coordonnée par le planning familial du Bas-Rhin, association féministe et d'éducation populaire qui existe depuis plus de 60 ans, mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, qui défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité, qui dénonce toutes les formes de violence, qui lutte contre le sida et les IST, mais aussi contre toutes les formes de discrimination et inégalité sociale. Oh, je sais qu'elle va en parler formidablement bien, je la connais. Le rapporteur dispose de 5-6 minutes pour nous faire un retour des sujets qui ont été abordés. Je vais juste me permettre, je suis vraiment très heureuse qu'on ait abordé ce sujet. Voilà, merci. Eh bien, très bien. Eh bien, Anne Boucher va nous faire une formidable restitution, j'en suis sûr. On vous écoute, Anne. Donc bonjour à tous. Alors je vais aussi me présenter. Je suis directrice d'un institut médico-éducatif qui accueille 120 enfants et jeunes adultes en situation de handicap mental, avec une section pour des enfants qui ont des troubles autistiques sévères. Et puis je suis aussi membre du conseil d'administration du Centre d'information du droit des femmes et des familles de Moselle-Est, et également membre du Zonta Club de Metz, qui est un club service féminin dont l'objectif est de faire avancer le statut de la femme en France et partout dans le monde. Donc nous avons abordé la question des violences faites aux femmes en situation de handicap. Donc je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Donc en France, nous avons 4 femmes en situation de handicap sur 5 qui subissent des violences. 35% des femmes subissent ou ont subi des violences physiques de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides. Et puis près de 90% des femmes ayant un trouble du spectre de l'autisme subissent ou ont subi des violences, dont 47% avant l'âge de 14 ans. Donc le handicap accroît le risque de violence. Alors les formes de violence sont les mêmes, mais je dirais que la situation de dépendance rend les femmes beaucoup plus vulnérables. Elles ont moins de moyens de protection et souvent elles sont moins entendues, ou en tout cas moins crues. Donc l'atelier a été animé par le planning familial de Strasbourg, qui a créé en 2011 un programme appelé Handicap et alors, avec un objectif qui est de promouvoir une approche positive de la sexualité et de la vie affective des personnes en situation de handicap. Donc, il y avait trois ateliers pour lesquels nous avons fait des préconisations à partir de 3 questions. La première question, c'était quels arguments mettre en avant pour renforcer l'idée que les professionnels doivent être formés au repérage des violences faites aux personnes en situation de handicap. Donc, évidemment, la formation permet d'apporter des ressources, des possibilités. Ça permet d'encourager la prise de parole, d'être à l'écoute, de repérer surtout les signes quand une personne est dans l'incapacité de parler,
Je pense par exemple aux personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme ou qui sont dans une déficience sévère. Permet aussi d'encourager l'autodétermination pour sortir d'une forme d'infantilisation qui peut exister dans la cellule intrafamiliale. Et puis, ça permet aussi de rediriger plus facilement vers des services spécifiques. La deuxième question, en quoi l'éducation à la sexualité est un levier fondamental pour la prévention des violences faites aux femmes en situation de handicap ? Eh bien, c'est primordial parce que cela permet d'identifier la situation de violence par la personne en situation de handicap elle-même. Elle permet de s'assurer que le consentement est compris, d'avoir une connaissance de son corps, de présenter la sexualité de manière positive, d'affirmer le droit à la sexualité, de donner la volonté, la curiosité de se découvrir soi-même et de connaître ses limites, de redéfinir aussi les limites de l'intime et d'éduquer au respect de l'autre. Et enfin, pour quelles raisons la non-accessibilité de l'espace urbain favorise-t-il l'isolement social des personnes en situation de handicap ? Alors, la personne est évidemment cloisonnée dans sa sphère familiale et dépendante des personnes qui l'entourent. Du coup, ça entraîne une perte de liberté, du choix de sa vie sociale, une perte d'autonomie. Ça crée aussi une charge mentale, puisqu'à chaque sortie, il faut se demander si le lieu est accessible ou pas. Donc ça crée une fatigue psychologique, une fatigue physique, et souvent la personne lâche l'affaire avant même de sortir. Et donc ça pose vraiment la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. On parlait d'intégration, on parle aujourd'hui d'inclusion. Le mot est beaucoup plus fort, puisque à travers l'inclusion, c'est l'environnement qui doit s'adapter à la personne en situation de handicap et non l'inverse. Et donc notre société se doit donc d'être à la hauteur de cet enjeu d'égalité et d'accessibilité fondamentale. Merci beaucoup Anne Boucher, qu'on peut applaudir. Voilà, on a aussi plutôt bien travaillé dans cet atelier. Une réaction, comme ça, je vous ai vu prendre quelques notes. Oui, écoutez, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour diverses raisons. Alors, encore une fois, c'est pas forcément de la compétence de la région, mais je pense que c'est bon aussi de dire, et c'est toujours pareil, on ouvre la parole. C'est un cheminement que l'on va pouvoir, sur lequel moi j'aimerais que l'on puisse travailler et en tout cas le dire, hein, voilà, mettre des mots. Je pense que c'est aussi important. On a parlé des violences faites aux femmes. Je crois qu'il faut aussi, et c'est important pour moi, inclure la notion de handicap parce qu'elle est souvent niée. Et c'est vrai que quand on est handicapé, on a le droit aussi d'être amoureux et on a le droit aussi à avoir une vie et voilà, donc merci, vraiment merci. Les chiffres divulgués comme ça en préambule sont quand même très préoccupants et on sent bien que le handicap, Anne Boucher l'a dit, accroît encore ce phénomène de violence. C'est un public encore plus exposé. Ils sont fragiles, ils sont fragiles et sont souvent seuls et on ne leur donne pas souvent la parole. Donc ça vaut la peine de s'y pencher quand même. Exactement. Je crois. Merci beaucoup. Le 4e atelier Jeunes et violences, comment prévenir les actes de violence chez les jeunes, avec un focus sur la prévention des violences sexuelles et sexistes, mais aussi le cyberharcèlement, atelier animé par la Fédération régionale des centres d'information aux droits des femmes et des familles du Grand Est. Il existe 98 centres d'information sur le droit des femmes et des familles sur le territoire national. Mais je donne volontiers la parole au rapporteur du 4e atelier, Alain Cédel. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis conseiller régional. Je ne suis absolument pas spécialiste de ce secteur-là, mais il y avait tellement de participants avec des profils différents, qu'ils soient juristes, policiers, des associations de protection de l'enfance ou des associations de protection des familles, que personne ne voulait prendre le pas et je me suis retrouvé au bout de 2 minutes d'insistance, mais je me suis dit, il faut que j'y aille. Voilà, excusez-moi. J'ai pas beaucoup de légitimité, mais j'ai essayé d'être le plus neutre possible par rapport à tout ce qui s'est dit, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Et je voulais juste dire une chose avant à Madame Dalguer, puisque Madame Dalguer se passionne de l'urbanisme, moi aussi. Et il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est la constitution de comment sont faits un plan de ville. Et parce que j'ai longtemps vécu près d'une zone très touristique à Paris, et là je le voyais toujours, quand la femme dans un couple prend le plan, elle le regarde un peu, et je l'ai étudié mais le nombre de fois, et 3 fois sur 4, elle le repasse à son mari.
Et je pense que les plans sont vraiment faits par des hommes, pour des hommes. Et il va falloir qu'un jour on trouve la solution, parce que c'est pas normal, mais c'est vraiment un constat d'usage, je le voyais tous les jours. Donc si jamais vous pouvez intervenir là-dessus, si vous avez des collègues qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Voilà, faites passer le message, Madame Naguet, s'il vous plaît. Alors oui, donc le cybergroupe pour le cyberharcèlement, oui, effectivement, nous avons d'abord essayé de balayer quelques notions globales, puisqu'en fait, nous sommes arrivés sur des notions où il fallait préciser facilement, la plupart du temps, ce peut être la notion de couple déjà, en elle-même. En justice, ce n'est pas évident, puisque comme la loi, ou comme les textes de loi sont souvent interprétables, ne sont pas assez précis, eh bien, le juge interprète facilement, par exemple, une relation où la protection ne se fait qu'au sein d'un couple et non pas au sein d'une relation amoureuse, alors que la relation amoureuse amène souvent de la cybercriminalité, la cyberharcèlement, de la même façon que si on est en couple, mais la loi protège beaucoup plus le couple que la relation dite amoureuse, alors que les jeunes sont beaucoup plus en relation amoureuse qu'en couple dit légitime. Voilà. Ce qui est venu à faire le constat aussi qu'il faut discuter beaucoup avec les jeunes de ce qui est de notion de cyberviolence, parce que de cyberviolence, quand on leur dit cyberviolence, délit, peine, ça ne leur parle pas beaucoup, mais dès qu'on arrive à parler d'intimité, de consentement, là, ils comprennent qu'on arrive sur quelque chose de grave, parce que ça les touche véritablement. Le consentement, ils le comprennent. Voilà. Et donc, il faut arriver à faire passer un message de tout ce qui est intolérable par la société, parce qu'en fait, plus la peine est forte, plus c'est grave pour la société, et donc pour les victimes, les professionnels, les parents. Mais tout ce système-là doit se passer un peu comme pour le harcèlement de rue, par un système de sensibilisation. Donc c'est pour ça qu'on est sur des notions très larges qui ne touchent peut-être pas toujours la région. Il va falloir que nous-mêmes, conseils régionaux et nous, associations, aillent vers nos parlementaires pour faire, je pense, de plus en plus évoluer la loi. Mais on va rentrer quand même dans certains exemples qui pourraient être pris par la région, par action régionale, notamment sur cette sensibilisation de ce qui est intolérable, notamment, pourquoi pas faire un cyber-violentomètre pour les cyberviolences. Il suffit de l'adapter pour faire passer, puisque le message passe bien avec le violentomètre, en faire un, de trouver la solution numérique pour faire ce cyberviolentomètre. Pareil, il y a énormément de sensibilisation à faire aux familles, et notamment dès la plus jeune enfance, car les moyens de communication vont enfermer cette violence. On sait que dès qu'on poste quelque chose, ça reste à vie. Ça reste à vie. Et les familles n'en sont même pas, même les adultes ne s'en rendent même pas compte. Il faut toujours, je pense, aussi bien informer l'adulte qui pourra, lui, essayer de communiquer avec son enfant. Parce que c'est vrai que, comme on le disait, il y avait certains professionnels de la police ou de la justice qui nous disaient qu'ils voyaient à 5 ou 6 ans des enfants se servant, par exemple, du téléphone de leurs parents, voir des images qui ne leur étaient pas destinées, mais ils ont libre accès à tout. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir avoir tout un volet d'éducation des parents. Et ça sera à développer d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a aussi la sensibilisation du contenu que l'on diffuse. Donc, bien sûr, puisque la technologie nous impose cette pérennité de l'information. Et c'est pour ça qu'on se disait aussi, il faudrait arriver à créer des espaces neutres de recueil de la parole. On le voyait ce matin, on en a reparlé cet après-midi. Si une parole, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui changent de paradigme, qui osent parler à un moment, notamment dans les lycées, la parole s'ouvre. Mais si personne ne sait la relayer, elle se referme à tout jamais. Et donc le jeune est enfermé dans cette, on va dire, cette bulle de violence et n'ira plus
jamais faire confiance, notamment à un adulte. Donc, il faut créer des espaces neutres de recueil de la parole et identifier les acteurs qui peuvent agir pour créer des parcours, pour qu'il y ait des suites à donner à cette parole libérée. Enfin, il faut aussi utiliser pour communiquer aux jeunes ce qui parle aux jeunes et ce qui leur donne confiance, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il faut faire de la prévention, par exemple par Snapchat, mais aussi il y a même eu l'évocation de créer une chaîne YouTube, d'abord nancéenne, parce qu'il y avait un fort tropisme dans le groupe de Nancy, mais aussi, pourquoi pas une chaîne YouTube là-dessus, régionale. Ça peut très bien se concevoir dans une information faite des jeunes, pour des jeunes, puisque souvent la distance majeure, mineure ou vieux, comme ils disent, ou daron, comme ils aiment bien le dire, jeune, se fait. Il y a une rupture de partage d'informations. Il y a peut-être un élément très simple aussi dans la communication des jeunes, c'est au moment du remise des moyens numériques par la région dans l'opération Lycée 4.0. À ce moment-là, la région, quand le lycéen rentre en première année au lycée, il reçoit du matériel informatique. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra très bien diffuser une information sur l'informatique, sur les réseaux sociaux, voilà un lien au moins direct, ou par exemple s'il ouvre son ordinateur, je ne sais pas moi, je le dis, ça n'a pas été dit dans la réunion, mais il ouvre, il est obligé, pour s'en servir la première fois, d'être accompagné, ou d'avoir cette info qui peut être ludique, marrante, ou le renvoyer sur une information sur cette cyberviolence, puisqu'on est dans ce cadre du numérique. Et enfin, le dernier dispositif qui a été évoqué, l'Éducation nationale est en train de... Alors là, j'ai perdu l'information sur mon téléphone, donc je la fais de tête. Ce sont des ambassadeurs, je crois, numériques, qui vont être référencés, qui vont être par lycée. Et je pense qu'il va falloir que la région s'informe de cette information, de ce dispositif qui est en train d'être mis en place par l'Éducation nationale pour pouvoir peut-être l'accompagner de façon très plus efficace encore dans tous nos lycées. Voilà. Ah bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de cette intervention. On peut l'applaudir. Voilà pour la restitution du 5e atelier. 4e, pardon. Le 5e, on enchaînera, pardon. Du 4e. Non mais écoutez, c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup. C'est vrai que je retiens cette idée de cyberviolentomètre. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est une démarche qui pourrait être très intéressante, d'autant qu'on est en train d'y travailler, puisque François Werner le disait, il trouvait le violentomètre obsolète, puisque en fait, avec des messages qui n'étaient pas forcément en cohérence avec le discours et la manière de parler des jeunes. Donc, faut vivre avec son temps, quoi. Exactement, ouais. exactement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons quand même des actions fortes au niveau de la région par rapport au mois de l'autre sur ces thématiques-là. Mais évidemment, ce sont des sujets sur lesquels on peut retravailler. La distribution des ordinateurs peut être effectivement une belle porte d'entrée. Ça a été un dispositif qui a été au départ très décrié, mais finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est une manière aussi pour nous de toucher l'ensemble d'une jeunesse et puis aussi des professeurs ou des équipes. Mais voilà, il y a des liens à créer et à renforcer. En tout cas, merci pour ces petits. C'est vrai que ça peut être une bonne idée d'y ajouter un message qui leur sera adressé en plus du matériel, quoi. Absolument. Bon, et puis les ambassadeurs numériques par lycée, donc impulsés par l'Éducation nationale, vous allez sans doute y faire attention. Il y a des liens de toute façon qui existent. Ça se fera naturellement. Oui, bien sûr. Très bien. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'attentes. Enfin, vous le mesurez comme moi. 5e atelier, prostitution entre violence et dépendance, par l'association Le Mouvement d'Uni, association implantée dans toute la France agissant en soutien aux personnes prostituées, une association de terrain et un mouvement de société qui appelle à un engagement citoyen, politique, culturel contre le système de la prostitution et l'ensemble des violences faites aux femmes. Nous sommes impatients de savoir ce qui a pu être dit dans ce 5e atelier. C'est Sophie Carnero qui va prendre la parole. On peut l'applaudir. Merci. Allez, je vous en prie. Oh non, mais alors ne le soyez pas, on est entre nous. J'ai été désignée volontaire, puisque tout le monde voulait, mais non. Bon. Voilà, je vais peut-être me présenter. Donc, Sophie Carnero, je suis formatrice en français, langue étrangère et français, langue d'intégration dans une association à Nancy qui s'appelle France Horizon, et dont mes collègues sont là-bas d'ailleurs. Donc, je travaille avec mes collègues éducateurs
CESF, assistance sociale, etc., pour l'accompagnement des migrants, entre autres, dans leur parcours d'exil, donc soit en demande d'asile, soit régularisés. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Alors, nous, sur l'atelier violence et prostitution, on a commencé à définir ce qu'était le système prostitutionnel. Alors, dans un premier temps, donc, effectivement, à la base, on a défini qu'il y avait des clients, parce que pas de prostitution sans clients, et qu'on peut appeler aussi les prostitueurs. Je trouvais que c'était pas mal. Les femmes, enfin les personnes qui sont prostituées et qui, elles, sont donc considérées comme des victimes, et puis évidemment les proxénètes. Voilà. Et dans ce schéma-là, on a défini 3 types de positionnement des États, donc qui sont soit réglementaristes, soit abolitionnistes, ce qui est le cas de la France, soit prohibitionnistes, ce qui est le cas des États-Unis, par exemple. Et à ce moment-là, ça devient clandestin. On a fait beaucoup de parallèles entre l'Allemagne et la France, voilà. Et on a considéré que le système prostitutionnel tombait dans un réseau type mafia, voilà. Et on a essayé aussi de définir comment entre guillemets, on tombait dans la prostitution. Donc souvent, c'est ce qu'on expliquait, ça peut être des réseaux qui sont dans les pays d'origine, qui vendent les femmes et qu'ils exploitent dans les pays étrangers. Parfois, ça peut être des membres de la famille donc, qui mettent les enfants, pardon du terme, sur le trottoir. Ou encore les fameux lover boys, donc qui séduisent une femme et puis qui, petit à petit, leur proposent à leurs amis de venir, etc., etc. Et le cycle infernal commence. Voilà. Ce que j'ai retenu également, ce qui était intéressant, c'est que l'expérience de vie en moyenne d'une femme prostituée est d'environ 47 ans. Qui est quand même relativement jeune, sachant que c'est mon âge aujourd'hui. Donc voilà, ça donne une idée. Voilà. On a défini des idéologies. On a parlé de beaucoup de choses fort intéressantes, avec des débats fort intéressants. Voilà. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était la notion de consentement et de rapport non désiré. On n'était pas tous d'accord sur la définition de consentement dans ce cadre-là. Donc, en fait, on est parti du principe que tout rapport non désiré est condamnable et donc est un acte de violence en soi. Voilà, et c'est à différencier d'une relation sexuelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ah oui. 80% des personnes clientes des prostituées qui ont été interrogées ne côtoient pas des prostituées pour des histoires de sexe, mais plutôt pour une question de domination, ce qui nous a amené à revenir sur la notion de patriarcat et d'idéologie du patriarcat et le problème de frustration, la gestion de la frustration des hommes. Voilà, ce qui a fait aussi bien débat de notre côté. Que dire encore ? Il y a eu tellement de choses. Je vais peut-être partir sur les propositions qui ont été faites. Donc, on est vraiment parti aussi sur la sensibilisation des jeunes. Alors, là, on est parti sur les lycées, mais on peut aussi commencer avant. On a parlé de théâtre-forum avec des débats qui peuvent être intéressants aussi. On avait un collègue qui était là qui fait une pièce de théâtre qui s'appelle Alice au pays des peurs, voilà, dans les établissements scolaires, avec un débat à la fin. Voilà. L'association de Mulhouse, c'est ça, hein ? Oui, on s'est vu tout à l'heure. Voilà, on parlait pourquoi pas de faire des témoignages, d'avoir des supports de films qu'on pourrait mettre, mais c'est vrai que la sensibilisation se faisait aussi et surtout d'abord par la jeunesse. Voilà, il y a eu aussi des questions d'ordre juridique, comment uniformiser les peines, comment se mettre tous d'accord sur le même territoire, etc. Et pourquoi pas, il y a une proposition vers la fin, puisque la région Alsace a une compétence particulière sur ce sujet, pourquoi pas le déployer sur la région Grand Est. Voilà, j'espère que... je suis sous couvert de mes amis qui étaient avec moi à ce moment-là. J'espère que j'ai été à peu près synthétique. C'était fidèle, a priori. Bon, ça va alors. On ne voit pas les têtes hochées. Merci beaucoup, Sophie Canero.
Un atelier très animé, manifestement. Alors, comment tombe-t-on dans la prostitution? Ça pourrait faire l'objet d'une journée tout entière, hein, ça c'est évident. Oui, alors après, c'est vrai que nous étions plutôt concentrés sur la question des jeunes, hein, et on revient peut-être aussi à la question du cyberharcèlement et de YouPorn ou des choses comme ça qui malheureusement, dont nos jeunes sont les victimes. Mais c'est vrai que là encore, hein, peut-être quelques mots pour conclure cette journée, mais la région n'est pas forcément compétente dans tous ces domaines, mais je crois que c'est important pour nous d'entendre ce qui se passe sur le terrain, d'avoir ce relais de façon à construire nos différents dispositifs vraiment avec cette idée d'être en phase avec notre société, avec les différentes, avec nos jeunes, mais aussi avec tout ce qui se passe dans notre région Grand Est. Mais ça veut dire encore plus de proximité avec ces associations qui ont témoigné aujourd'hui avec la police, qu'aujourd'hui, on a ouvert une porte. Créer des liens, davantage de liens encore. C'était important pour moi, pour nous, pour toutes nos équipes, d'avoir ce temps, après 6 mois de lancement de cette opération de la lutte contre les violences faites aux femmes, de ressentir un petit peu si on était dans le juste, ou s'il fallait que l'on ajuste les dispositifs, s'il fallait que l'on continue. Je rappelle que en fait, tous les dispositifs seront votés à la fin de l'année. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir autour de nous un certain nombre d'acteurs de terrain pour nous conforter ou nous challenger sur un certain nombre de dispositifs. Donc, vraiment, merci à l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Et puis, je me dis, en entendant la richesse des échanges qui ont pu avoir lieu dans les différents ateliers, c'est que finalement, notre rôle de concertation, c'est vrai que là, peut-être on est aussi là dans notre rôle, finalement, de mettre autour de la table des acteurs qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se rencontrer, de territoires différents, de faire ce partage de compétences et de se dire que cette région est vraiment très, très riche de toutes les personnes qui la composent. En tout cas, la sensibilisation des jeunes, c'est une mesure qui est revenue dans quasiment tous les ateliers. Oui. Oui, alors, et puis avec cette jeunesse qui est très diverse, hein, qui est très variée, c'est vrai que je pense que voilà, peut-être le travail du Conseil régional des jeunes sera peut-être à accompagner sur ces thématiques-là, s'ils le souhaitent. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur une thématique positive, hein. Je crois qu'aujourd'hui, la parole se libère. On a abordé des sujets qui n'étaient pas forcément, très politiquement corrects. Voilà. Et pour autant, on en parle, on est là, on a des élus qui sont présents, des associations. Et je crois que le chemin est ouvert. Et en tout cas, je veillerai à ce qu'il continue à en être ainsi. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, parce que je me disais quand même tout à l'heure, aurait-on tenu ces propos-là, aurait-on abordé tous ces thèmes-là il y a 20 ans dans l'enceinte du siège d'un conseil régional? Voilà. C'est pas sûr. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Sylvie Dalguer. Voilà, on l'a bien compris, hein, même si les mesures du plan d'action ont été validées, hein, vous l'avez dit, mais vous pouvez encore faire quelques ajustements et tenir compte, bien sûr, des remarques, des propositions, des suggestions qui ont été faites. Les premières rencontres régionales autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, un rendez-vous qui, je crois, a tenu toutes ses promesses. Oui, et vraiment, je tiens, alors évidemment, on remercie tous les participants, mais je voudrais vraiment faire un focus sur le service engagement de la région avec Julie-Marie Verger, Grégory Boyer, Christine Boras et puis Nora, qui évidemment ont été les chevelures ouvrières de cette journée. Je tiens vraiment à saluer leur travail et leur engagement. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Merci à vous. On m'a demandé de remercier bien évidemment les experts et associations locales qui ont animé les ateliers. On pense à Nicolas Barre, la fondatrice de l'association Liberté aux joueuses, l'association Ruelle à Strasbourg, le planning familial du Bas-Rhin, la Fédération régionale des centres d'information aux droits des femmes et le Centre d'information aux droits des femmes du Bas-Rhin et puis le mouvement d'Uni. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres depuis 9h ce matin. On vous souhaite un bon retour. Merci à tous.